Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Planète, l'émission des étudiants à la maîtrise en journalisme international de l'Université Laval. Mon nom est Boris Proulx et je vous accompagnerai aux quatre coins du globe à partir d'ici, à Québec. Bon voyage! Planète. Au menu de l'émission cette semaine, Cuba. On y danse et on y chante les réalités sociales, mais quelle place joue l'art dans les revendications populaires d'aujourd'hui? Si on n'a pas de liberté d'esprit, on a un problème. L'Union européenne vient tout juste de conclure un traité de libre-échange avec le Canada. Nous reviendrons sur les impacts de cette entente sur les brevets pharmaceutiques chez nous. C'est juste des protections qui vont permettre le Canada de s'enligner avec le restant du monde. Qu'ont en commun l'Espagne, le Royaume-Uni et le Canada? Tous ont une région qui milite pour son indépendance nationale. Nous faisons la comparaison de ces mouvements indépendantistes dans le monde. Bienvenue à Planète. Le Parti québécois a pris le pouvoir ici, au Québec, en 2012. Son objectif, réaliser la souveraineté politique de la province. Timothée Villard, vous êtes intéressé à une autre région du monde qui tente d'acquérir son indépendance. Il s'agit de la Catalogne. Oui, dans cette province, à l'est de l'Espagne, existe un mouvement séparatiste ancien qui s'est réveillé avec force ces 5 dernières années au gré de la crise espagnole. Alors, comme l'Écosse qui organisera un référendum en fin 2014, la coalition actuellement au pouvoir à Barcelone a promis de tenir une consultation d'autodétermination à peu près à la même période, à l'automne prochain. Évidemment, au Québec, ce sont des questions qui nous rappellent quelques souvenirs. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Plus de 100 pays ont accédé à l'indépendance depuis 50 ans. Mais le Québec, comme la Catalogne, sont restés des nations sans État. Un combat parallèle que connaît bien Jean-Pierre Roy, co-réalisateur du documentaire à succès Question nationale, en 2009. C'est un choix délibéré, un choix conscient d'aller voir, d'aller sentir cette mouvance catalane, ce désir, disons, de créer un pays. C'est comme la braise, un feu, mais que la braise est toujours là, hein? Est toujours là. Il y a juste à la brasser un peu, ça reprend. Et ça, c'est les Catalans. Tere Romano, qui tient une galerie d'art à Montréal, se considère comme un pont entre deux peuples qui continuent à s'observer et à tirer exemple l'un de l'autre. Mais ils ne pourront jamais nous tuer. Jamais, jamais, jamais. Alors moi, je suis, comme vous pouvez constater, absolument pour l'indépendance. Il ne faut pas que j'en parle trop, sinon je m'enflamme. En Catalogne, on a une grande admiration pour le modèle québécois, le modèle démocratique québécois. Le simple fait de pouvoir faire des référendums est un privilège énorme pour les Catalans. Sauf qu'ils sont très surpris de voir qu'à la suite du deuxième référendum, il n'y en a pas eu un autre, un troisième. Pour le chroniqueur politique Mathieu Bock-Côté, le Québec a cessé d'être un exemple en Catalogne. C'est terrible, c'est une formule qui revient souvent dans les discours. Autrefois, le Québec nous servait d'exemple politique à suivre pour réussir notre indépendance. Aujourd'hui, il nous sert de contre-exemple. Vous voulez échouer, suivez l'exemple des Québécois. On ne peut pas se permettre, pas un simple échec comme c'est arrivé au Québec. Il faut aller au référendum avec une assurance que ça va être oui. C'est un enseignement, je dirais, malheureux, parce que c'est l'enseignement qui vient d'un échec, mais qu'est-ce que vous voulez, on apprend de tout, même des échecs, non? Avec la crise, l'indépendantisme catalan vit actuellement un vaste essor populaire. Le 11 septembre dernier, une chaîne humaine de 400 km traversait la province du nord au sud. Tous soulignent ce rôle pivot de la société civile. Dans les 3 cas, on a découvert qu'il y avait un noyau dur de 30 30 de souverainistes en Écosse, 30 en Catalogne et 30 au Québec, de noyaux durs, pur et dur. Là. Je pense que c'est plutôt la population qui doit s'organiser, elle l'est, mais je dirais encore plus, non, pour être l'acteur principal de ce processus, et non pas un parti politique ou une autre parti politique ou un leader quelconque. Moi, j'ai l'impression qu'un leader fort, un meneur charismatique, passionné pourrait faire la différence au Québec. Je dirais que le nationalisme catalan était en dormance plus longtemps. Et là, aujourd'hui, il vit sa révolution tranquille. Il vit son grand moment d'affirmation et d'émancipation. Avant d'être pluriel, il faut être singulier. C'est-à-dire qu'avant d'être citoyen du monde, il faut venir de quelque part.
Et peut-être qu'on néglige ce quelque part, on néglige les racines historiques de notre présence en Amérique du Nord, on néglige les combats des générations passées, on néglige le tissu social québécois, le modèle québécois. Même si le gouvernement espagnol ne lui donnera aucun cadre légal, une consultation populaire sera organisée fin 2014 en Catalogne. Quant au Québec, bientôt 20 ans après le dernier référendum, c'est une politique des petits pas qui semble continuer à prévaloir. L'informatique est encore une science énigmatique pour les non-initiés. Pourtant, de nouveaux progrès élargissent sans cesse nos possibilités techniques. Édith Drouin s'est intéressée à une nouvelle forme de réseau informatique, les réseaux maillés. En octobre 2012, l'ouragan Sandy frappe la côte est américaine. La tempête n'épargne pas New York qui se retrouve en partie dans le noir. L'électricité est une denrée rare, tout comme les communications. Mais dans le chaos qui suit le passage de Sandy, les résidents de Brooklyn continuent à communiquer. Les New-Yorkais délaissent ces médiums de crise traditionnels comme la radio pour échanger et se renseigner par l'entremise d'un réseau sans fil. Le réseau survit grâce à sa structure unique. Dans un réseau traditionnel, les appareils se connectent à un point central. S'ils cessent de fonctionner, le réseau aussi. Le réseau maillé, lui, est décentralisé. Ces ordinateurs, téléphones et routeurs se connectent les uns aux autres. Si un appareil cesse de fonctionner, de nouvelles connexions se créent pour compenser. Le réseau maillé de Brooklyn est un rejeton du projet Commotion. Rencontré à Washington, le directeur du projet Josh King explique que Commotion, c'est l'Internet dans une valise ou plutôt dans une clé USB. The Commotion Wireless Project is a project to create a toolkit of software and documentation and training materials to enable different groups of people, communities all over the world, to give them the ability to build their own network infrastructure that allows them to communicate with each other and, in some cases, gain access to the internet without necessarily needing to go through traditional telecommunications networks. Commotion rend les réseaux maillés plus accessibles aux communautés, mais les programmeurs se mobilisent aussi pour en faciliter la mise en place. We actually have a training program called Digital Stewards that trains people to build and maintain and organize networks so that after us or our partners or whoever leave, the network is sustainable and can be built out by people in the community to fit their own needs. Un des premiers partenaires de Commotion est le Red Hook Initiative, un organisme qui aide les jeunes de Brooklyn et souhaite renforcer les liens dans sa communauté. Red Hook in Brooklyn, if you look at a map, it's there's a highway and then there's water and it's a very isolated community. And it's isolated geographically, it's sort of isolated politically too. So 2/3 of our community lives in low-income housing development. There's sort of a split in the neighborhood between the people who live in low-income housing and the few blocks of sort of middle-class homeowners. So I was thinking if we had a network that everybody shared, that would be a sort of a platform for us all to communicate, in ways that we may not be able to do in real time just because of our social, cultural differences. Le réseau gagne en importance pendant l'ouragan Sandy. So when Hurricane Sandy came and all communication was shut off, no cell phones worked, there was no power, there was no heat, there was all sorts of issues, everybody came to our organization to communicate with loved ones and people and find out information. À Québec, la communauté informatique se rassemble pour le Hackfest. Les réseaux décentralisés y sont connus et estimés, mais il existe encore peu d'initiatives concrètes. Je pense que c'est une question peut-être d'offre et de demande, mais c'est sûr que si on pouvait offrir Internet à tout le monde à l'arrêt d'autobus à travers cette technologie-là, tout le monde embarquerait. Ça pourrait être intéressant, en effet. Ça permettrait justement de plus facilement établir les connexions entre les gens, donc partager plus facilement son réseau de contacts, réseau de connaissances. Les réseaux maillés sont des îlots indépendants lorsqu'ils ne sont pas connectés à l'Internet. À grande échelle, ils sont une alternative à considérer, surtout en lumière des récents scandales de surveillance qui secouent les États-Unis et l'ensemble de la planète. Edith, est-ce que ce genre de réseau décentralisé s'est utilisé ailleurs sur la planète? Oui, il y en a un, par exemple, dans la ville d'Athènes, en Grèce. Il y a aussi des projets en développement au Moyen-Orient et en Afrique. Ça, c'est sans compter les États-Unis.
Et ici, au Québec, où est-ce qu'on peut se procurer là, ce dont vous parliez, Commotion? Il faut se rendre au commotionwireless.net. Pour l'instant, les outils sont seulement disponibles sur les plateformes Linux et Android. Et pour Mac ou Windows, par exemple? C'est à venir. Il faut dire que le projet Commotion, c'est un projet qui est encore en développement. D'ailleurs, la première version officielle va sortir là, en début d'année. Merci beaucoup, Edith. Sarah Pomar-Chiquette, vous êtes intéressée à ce nouvel accord conclu entre le Canada et l'Union européenne. On sait que ce nouvel accord vient modifier les rapports économiques entre les deux puissances, mais est-ce que ça pourrait avoir des impacts sur nos institutions, par exemple notre système de santé? En fait, cet accord va prolonger la durée des brevets pharmaceutiques. Il y a plusieurs experts qui s'inquiètent de l'augmentation du coût des médicaments au Canada en raison de cette nouvelle protection de la propriété intellectuelle. Il faut mentionner que le Canada est déjà le deuxième pays, après les États-Unis, à payer le plus cher ses médicaments. On écoute votre reportage. L'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, conclu le 18 octobre dernier, aura pour effet de prolonger la durée des brevets pharmaceutiques de 2 ans. Madame Marie-Hélène Rochon, agente de brevet chez Norton Rose, explique les avantages relatifs à cette protection de la propriété intellectuelle. Quand on met en marché un médicament, on dépose une demande de brevet, on fait les études cliniques et quand on commercialise le médicament, il reste peut-être 5 ou 6 ans de terme au brevet, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à l'investissement de temps et d'énergie des compagnies pharmaceutiques. Donc, en donnant 2 ans supplémentaires pour ces brevets-là, on facilite en fait, on continue la commercialisation d'un médicament breveté. Pour Mme Rochon, cet accord permet un retour d'équilibre entre les compagnies pharmaceutiques innovatrices et génériques. C'est pas du protectionnisme des innovateurs. Je pense que c'est juste des protections qui vont permettre le Canada de s'enligner avec le restant du monde pour que ça soit pas injuste pour les compagnies innovatrices de faire affaire au Canada, puis qui préféreraient ne pas faire affaire au Canada et ne faire affaire qu'aux États-Unis, par exemple. Elisabeth Gibault, analyste santé à Union des consommateurs, s'inquiète des répercussions de cet accord sur le système de santé canadien. Selon elle, le coût des médicaments augmentera de manière significative alors que le Canada est le deuxième pays au monde après les États-Unis à payer le plus cher ses médicaments. Pour nous, on a déjà un énorme problème au Canada à régler avec le coût des médicaments qui explose, qui est mal géré. Et là, on vient voir un gouvernement qui conclut un accord avec l'Union européenne pour encore gonfler ce coût des médicaments, alors que sa priorité devrait être le contraire. Pierre-Yves Sérinet, coordonnateur du Réseau québécois sur l'intégration continentale, partage cet avis. Et dans le cas de l'accord avec l'Union européenne, c'est qu'on favorise donc des intérêts privés de multinationales aux dépens de l'accès des gens à des médicaments à prix abordable. L'accord de libre-échange ne touche pas à tout ce qui est approbation réglementaire des médicaments, donc ça va continuer à se faire comme ça se faisait, ni au mécanisme de fixation des prix. Donc, il n'est pas à prévoir que ça va changer beaucoup sur le prix des médicaments ou l'offre des médicaments qui seront offerts pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour l'agente de brevet chez Norton Rose, l'accord est nécessaire pour assurer une meilleure compétitivité des industries pharmaceutiques canadiennes sur le marché international. Le Canada ne fait pas nécessairement bonne figure au niveau des brevets pharmaceutiques. Durant les derniers mois, a été accusé d'invalider peut-être de manière injuste, beaucoup de brevets pharmaceutiques. Et donc, je pense que ça rétablit une balance. Ça enligne le Canada avec ce qui se fait à l'extérieur du Canada. Béatrice Cressman, directrice des affaires internationales pour l'EM, un syndicat des entreprises du médicament en France, soutient que cet accord est avantageux tant pour les compagnies pharmaceutiques canadiennes qu'européennes. Il y avait un décalage entre les conditions dans lesquelles les entreprises européennes pouvaient exercer et pouvaient investir au Canada et les entreprises européennes. Ce décalage venait essentiellement d'un décalage au niveau des conditions de protection de la propriété intellectuelle. Elisabeth Gibault y voit une contradiction flagrante entre l'exode des compagnies pharmaceutiques canadiennes et la prolongation de 2 ans des brevets pharmaceutiques. On a beaucoup de mal à croire que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas déjà très compétitives au Canada. Il suffit de se rappeler qu'on paye 30% de plus pour nos médicaments au Canada qu'ailleurs dans les pays de l'OCDE. Et deuxième chose, on remarque que les compagnies pharmaceutiques à l'heure actuelle déménagent des pays développés pour aller s'installer dans des pays moins développés où la protection de la propriété intellectuelle est beaucoup moins étendue qu'elle l'est ici. Les changements climatiques sont aujourd'hui observables et mesurables. Les scientifiques s'accordent.
c'est l'activité humaine qui est responsable de cette modification du climat. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons le capitaine Martin Hertault, capitaine de la goélette Tara, un bateau qui a traversé les passages du Nord-Ouest dans le but de mieux connaître et de faire connaître l'écosystème arctique, un écosystème actuellement menacé par la fonte des glaciers. Monsieur Hertault, bonjour. Bonjour. Dois-je vous appeler capitaine? Martin, ça ira bien. Votre bateau, en fait, le Tara, revient d'une grande expédition dans le cadre du Tara Polar Circle, c'est exact? C'est ça. En quoi est-ce que ça consiste, l'expédition? Eh bien, en fait, l'expédition, elle consiste à prélever du plancton dans l'océan Arctique. Et c'est le prolongement de Tara Océan, qui a commencé en 2009 jusqu'en 2012, où, en fait, le but était de dresser un inventaire du zooplancton et du phytoplancton dans tous les océans du monde. Et il nous manquait donc l'océan Arctique. Donc du coup, on a fait cet été, là en 6 mois, le passage du nord-est et du nord-ouest pour prélever un peu partout. Vous étudiez le plancton à bord du Tara. Pourquoi le plancton? Alors le plancton, parce qu'en fait, il a 3 rôles importants. Donc d'une part, en fait, c'est la moitié de l'oxygène qu'on respire. L'autre moitié, c'est les forêts. Donc il n'y a pas de plancton, il n'y a pas d'humanité. Et la deuxième chose, c'est qu'il a aussi, quand il meurt, en fait, c'est aussi un puits de carbone. C'est-à-dire quand le plancton tombe, en fait, quand il meurt, il tombe au fond de l'océan. Et donc, il emporte avec lui du carbone. Donc, il stocke ce carbone, que nous, on rejette en masse, quoi. Et la troisième chose, c'est que c'est la base de la chaîne alimentaire, quoi. Donc, du plancton microscopique jusqu'à la baleine et jusqu'à l'homme. En fait, donc, il a un cœur, en fait, c'est essentiel dans la machine climatique. Son rôle est primordial. Vous avez donc fait un peu le tour de cet océan Arctique en traversant notamment le passage du Nord-Est et le passage du Nord-Ouest. Dites-moi, depuis ces grandes expéditions arctiques du 19e siècle, en quoi est-ce que ces paysages arctiques ont changé? On sait aujourd'hui, par rapport à ce qu'a fait Nansen, en fait, entre 1894 et 1897, que la banquise est moins épaisse. Ça, c'est sûr. Maintenant, après, ce qui a beaucoup changé, c'est les bateaux. Ils sont plus solides, plus confort, et tous les instruments et systèmes de navigation qui nous permettent vraiment de naviguer quasiment toute l'année, mais une bonne partie de l'année dans la glace. Et justement, votre bateau, le Tara, il est décrit comme un bateau mythique, un bateau prêt à combattre les éléments. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de si particulier, ce bateau? Alors, il est particulier parce qu'en fait, c'est un voilier qui a été conçu pour hiverner, c'est-à-dire être pris dans la banquise. Donc, il est capable de résister à des pressions extérieures de la glace, qui sont énormes. Et voilà, donc il a une forme particulière, sa carène. Il a aussi des appendices particuliers qu'on peut rentrer. Et voilà, et en fait, il y en a très peu qui peuvent le faire aujourd'hui. Et en plus, depuis ces 24 ans d'expédition, en fait, il y a vraiment des milliers de personnes à être passées et puis beaucoup d'expéditions qui ont été faites à bord. Donc c'est devenu un bateau assez connu pour ça. Et si vous aviez à décrire un peu la vie à bord en Arctique, ça ressemblerait à quoi? Alors la vie à bord en Arctique ou ailleurs, en fait, c'est assez similaire. La différence, c'est que là, effectivement, il faisait froid. Donc du coup, les gens sont beaucoup plus les uns sur les autres. À 1,14, le bateau marche 24 sur 24. Donc en fait, on a plus de temps, il y a plus de promiscuité, on va dire, que par exemple sur des legs qu'on a fait entre Papeete ou Hawaï, où là, il y a tout le pont qui est ouvert. Donc, mais c'est très sympa. Ouais. En fait, à bord, ce qui se passe, c'est que c'est un gros voilier, mais c'est un petit bateau. Donc du coup, peu importe le grade et puis le poste, en fait, on prend un marin, un scientifique. Et chacun fait un jour, tu mets le couvert, tu fais les toilettes, les douches, tu débarrasses. Donc du coup, on fait tout ça, vu qu'on travaille en plus ensemble sur le pont, ça crée une bonne ambiance du coup, parce qu'on est tous sur un pied d'égalité. Et puis on travaille ensemble, on fait la même chose, quoi. Et quel est le prochain voyage du Tara? Alors normalement, si on arrive à trouver des fonds, ce serait continuer un petit peu cette recherche océanique, mais plus sur le corail. En fait, donc ce serait des prélèvements coralliens dans toute la Polynésie française. Et pas que français d'ailleurs, jusqu'à Hong Kong. Eh bien, Martin Hertault, capitaine du bateau Tara, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci à vous. Yasha Veker, c'est lors d'un récent voyage à Cuba que vous vous êtes intéressé à cette question de la musique cubaine et à son lien avec le vécu social des Cubains. Oui, à Cuba, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me témoignaient de cette fermeture de la société cubaine et du manque de liberté d'expression. Et lors d'un concert de musique afro-cubaine, moi, je me suis rendu compte à quel point cette musique, elle permet de rassembler, de se défouler et de se libérer du quotidien. Amenez-nous à Cuba, Yasha. On l'appelle l'île de la musique. Cuba est le foyer d'une culture musicale extrêmement riche
et aux influences diversifiées. En même temps, c'est un art qui évolue dans un contexte politique où la liberté d'expression est fortement limitée. C'est ainsi que la population a appris à s'exprimer à travers sa musique et elle occupe aujourd'hui une place importante dans le quotidien de beaucoup d'entre eux. Chaque artiste s'exprime différemment à travers sa musique. Pour Jordan Martínez, par exemple, elle ne devrait pas thématiser le social ou le politique. Nosotros hacemos música, no tiene nada que ver con la política. Disculpa, ¿entiendes? Nosotros hacemos música porque nos gusta y hacemos divertir a la gente. No pensamos hacer música para... es decir, el compositor cubano no hace música pensando en letras, pensando en letras de que está pasando hambre en su casa, o que no tiene dinero, que no tiene libertad, no. La musique est l'oxygène de la société cubaine, explique le troubadour Carlos Pláceres. La danse et la musique, c'est comme de la nourriture chez nous. On ne peut pas vivre sans musique à Cuba. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Je n'ai jamais vu un peuple qui écoute tellement de musique comme les Cubains. Dans l'auto, à la maison, les soirs, les matins, n'importe à quelle heure, la musique est là. La musique permet aux Cubains de respirer et de vivre leur quotidien, mais elle permet également d'exprimer un vécu social. Leiling Chang, musicologue d'origine cubaine, voit des liens implicites entre le vécu social et la musique, surtout dans les genres très expressifs de la timba et du reggaeton qui s'accompagnent souvent de la danse. C'est vraiment pour danser. Donc là, on voit un peu un lien par rapport à ces besoins d'expression, à ces besoins, je dirais, à certains moments historiques, surtout dans les années 90, je dirais même aujourd'hui, un besoin de défoulement. En cela qu'il faudrait voir dans quelle mesure, et ça serait une recherche très très belle à faire, dans quelle mesure les reggaetons et la timba d'aujourd'hui expriment dans ces besoins de défoulement un vécu social. Donc c'est aussi un lien qui est implicite et qui n'est pas les liens explicites traditionnels qu'on connaît de la chanson contestataire ou du rap, etc. No me engañes más, pesadilla, camuflando el fuerte. No me digas que la gloria eres tú. C'est une chose que j'ai appris dans la Révolution, c'est que pour s'améliorer, il faut s'exprimer, il faut dire où est le problème pour améliorer ça de façon constructive. Je dis la liberté spirituelle, si on n'a pas une liberté d'esprit, on a un problème. Dale, si lo vales. La musique a toujours été un élément fondamental de la société cubaine, lui permettant de vivre et de persister. Et même si la liberté fait souvent défaut à Cuba, la musique permet de se défouler, de se libérer du quotidien. Notre journaliste Nicolas Pelletier nous amène maintenant à Paris. Il nous présente la ville sous un jour plutôt inhabituel. Ah, Paris. Ville lumière, ville du monde, appréciée pour ses lieux touristiques et son romantisme. On peut se promener sur le bord de la Seine, profiter de ces endroits paisibles, sauf quand on tombe sur une manifestation. En plein mois de juin, tout Paris est consterné par la mort de Clément Méric, un étudiant antifasciste. Au centre-ville, je me retrouve au centre d'une manifestation près de la place Saint-Michel. Des citoyens rendent hommage à Clément Méric, décédé des suites d'une altercation avec des skinheads, un mouvement proche du néonazisme. Soudainement, l'ambiance change. Des politiciens sont arrivés sur les lieux pour prononcer des discours. Les manifestants crient au scandale. Ils sont contre ce qu'ils considèrent être de la récupération politique. La foule quitte la place Saint-Michel et se dirige de l'autre côté du pont au change. Dans la foulée, je me presse d'interviewer un proche de Clément Méric,
Déçu de l'opportunisme des politiciens, celui-ci souligne que son ami Clément ne partageait pas l'opinion politique des grands partis. Et dire son refus du fascisme, mais par contre le faire au nom d'une structure et la mettre en avant, et même comme l'a fait le parti de gauche, mettre en avant la 6e République ou je ne sais quoi. Alors Clément, c'était pas ses idées, ça nous semble pas opportun, surtout là au moment précis qui nous touche, et c'est pour ça qu'on s'est reculé et qu'on a signifié notre désaccord avec cette manière de faire. Cette journée-là, j'ai vu une manifestation fortement symbolique, un hommage à un citoyen mort trop tôt. Puis, en quelques minutes, la place Saint-Michel s'est vidée. Et Paris a retrouvé son calme. Nicolas Pelletier, on doit le dire, vous avez vécu à Paris pendant 6 mois. Est-ce que des manifestations comme ça arrive souvent? J'y faisais un stage en journalisme à Paris et oui, ça arrive à l'occasion des manifestations comme ça. Les Français ont cette tendance-là à protester dans la rue. En tout cas, on peut dire que vous avez eu de la chance de tomber sur celle-ci par hasard. J'ai été chanceux d'arriver au début, en fait, et de pouvoir voir la manifestation dans son ensemble. Oui, on peut dire que j'ai été au bon endroit au bon moment. Merci en tout cas pour votre reportage. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Planète. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon sur les enjeux d'ici et d'ailleurs. D'ici là, restez des nôtres sur le web. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou encore sur notre blog. Bonne semaine!